Hubert Julien Laferrière, bonjour. Vous êtes Bonjour. le député de la 2e circonscription de Lyon, c'est-à-dire ça regroupe la Duchère, la Croix-Rousse et une bonne partie de la Presqu'île. Et vous avez successivement été socialiste avec Gérard Collomb, macroniste toujours avec Gérard Collomb d'ailleurs, ce qui vous a permis de décrocher un poste de député aux dernières législatives. Et au printemps, au moment où les vents sont moins favorables au président de la République, vous avez claqué la porte de La République En Marche et vous avez adhéré au groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. C'est un nouveau groupe qui s'est créé. J'ai envie de vous poser une question toute simple. Pourquoi vous n'avez pas directement adhéré à Europe Écologie Les Verts et fait ami-ami avec le maire de Lyon ? Écoutez, d'abord, je ne sais pas si les vents étaient moins favorables pour le président de la République. si, En tout cas, ça, peut-être, oui, mais surtout, j'ai quitté La République En Marche parce qu'en 2017, j'avais effectivement adhéré à un projet de renouvellement démocratique, de transition écologique, de réduction des inégalités. Et je crois que je ne suis pas le seul à avoir constaté que le gouvernement et la majorité, depuis 2017, s'étaient un petit peu éloignés de la promesse initiale pour laquelle moi j'ai fait campagne et pour laquelle les gens ont voté. Et c'est la raison pour laquelle, avec effectivement une quinzaine de collègues, nous avons fondé ce groupe à l'Assemblée nationale avec Cédric Iliani, Mathieu Orphelin, Delphine Batho et d'autres, parce qu'effectivement, nous voulions rester fidèles, au fond, aux engagements qui avaient été les nôtres en 2017. Vous savez, c'est Churchill qui disait il vaut mieux quitter son parti pour rester fidèle à ses convictions que rester dans son parti en étant plus fidèle à ses convictions. Donc on a choisi plutôt la première solution, celle pour laquelle plaidait Churchill. Et si ma mémoire est bonne, Churchill a changé plusieurs fois de parti. Vous allez faire la même chose, vous ? Non, mais c'est exactement ce que je vous dis. Ce qui est important, c'est de rester fidèle à ses convictions. Voilà. Est-ce que vous étiez fidèle à vos convictions vous savez, quand c'est vous pas très souteniez facile, Gérard Collomb quand il était ministre de l'Intérieur ? C'est pas très facile, vous savez, de quitter des gens avec qui on a fait campagne, avec qui on a construit une aventure. On se prend des coups. Voilà, donc, mais ce qui est important, c'est, je crois, de rester fidèle à ce à quoi on croit. Effectivement, ça implique effectivement des explications un peu musclées parfois avec ses collègues, mais moi je souhaite rester fidèle à ce pourquoi je me suis battu dès le départ. Bon, Hubert Julien Laferrière, parlons de l'actualité, parce que vous avez, il y a quelques jours, dénoncé la décision du gouvernement de bloquer les regroupements familiaux. Est-ce que vous n'avez pas peur que votre position soit considérée comme une provocation de la part d'un certain nombre de vos électeurs ? Bah écoutez, si c'est ça, on a besoin de s'expliquer. Vous savez, le regroupement familial, aujourd'hui, ça concerne quelques milliers de personnes. Et ce sont des cas très concrets. Vous voyez, cette femme, Kaina, qui est venue étudier en France, qui a fait un master en cybersécurité, ensuite un doctorat en cybersécurité, qui travaille dans une grande entreprise, qui est effectivement mariée avec des enfants. Et son conjoint, qui est architecte, ne peut pas venir la rejoindre. Le visa est bloqué, alors que le regroupement familial, ce sont des procédures très compliquées. Et donc, c'est très contraint. C'est-à-dire qu'il faut avoir prouvé qu'on a un logement assez grand pour accueillir la famille, des revenus substantiels, effectivement avoir été depuis plus de 18 mois en situation régulière en France. Et on a des cas très concrets. Vous voyez une docteure en économie qui a un emploi très important dans l'entreprise. Le mari est architecte avec les enfants. On a un médecin qui aujourd'hui travaille, en fait, qui travaille dans les hôpitaux en réanimation. Sa femme ne peut pas la rejoindre. Il n'a pas pu assister à l'accouchement de son épouse. Ce sont des cas comme ça. Et ce qui est totalement injuste, si vous voulez, c'est que vous avez les Français, leurs conjoints étrangers les rejoignent. Les étudiants étrangers, leurs conjoints les rejoignent. Mais les personnes qui sont en situation régulière, qui ont un emploi stable, qui ont un logement, leurs conjoints ne peuvent pas les rejoindre et ils ne peuvent pas voir leurs enfants. Bon, j'ai vu des cas concrets. C'est depuis quand ce fait ? En fait, on constate ça depuis la Covid. Voilà. C'est-à-dire que les visas sont prêts, mais ils sont bloqués dans les services consulaires à l'étranger et ils sont délivrés aux autres cas que je vous disais à l'instant. Mais pour les conjoints des étrangers en situation régulière en France, eh bien, c'est bloqué et on n'a pas de réponse de l'État. Vous avez constaté, malheureusement, ce qui s'est passé dans ce pays. Il y a eu plusieurs attentats récents qui ont été l'œuvre d'étrangers réfugiés dans notre pays. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que des ennemis de notre République, de notre démocratie, s'installent chez nous ?
Est-ce que vous êtes conscient de ce problème Complètement. Alors, je voudrais dire, il faut faire très attention parce qu'effectivement, on est d'accord, Gérard, ce sont bien deux sujets complètement différents. Non, mais je sais que vous en êtes conscient, mais il faut quand même le redire parce que j'ai eu quelques remarques. Comment ça, dans le contexte du terrorisme, vous voulez encourager le regroupement familial? On est bien deux sujets complètement différents. C'est-à-dire qu'on est Alors là, je m'appuie sur votre tribune d'avril dernier, où vous réclamiez la régularisation des sans-papiers aussi. Oui, nous réclamions avec d'autres, effectivement, la régularisation des personnes étrangères qui sont sur notre territoire depuis plus de 10 ans et qui sont toujours dans des situations effectivement ni régularisables ni expulsables et qui sont là, qui ont du travail, effectivement, alors que parce qu'on avait fait une réunion juste avant avec le patron du MEDEF, M. Roux de Bézieux, qui nous expliquait qu'il fallait effectivement faciliter l'emploi des étrangers, en particulier dans les secteurs en tension qui n'avaient pas été renouvelés. Et donc, on a effectivement, dans des régions, des patrons qui n'arrivent pas à trouver de salariés. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons, mais d'autres pays l'ont fait, demander la régularisation de sans-papiers qui travaillent dans des situations très compliquées, qui ont des petits boulots, et depuis des années en France, effectivement, on sait qu'on ne va pas expulser, donc on a dit il faut les régulariser. Vous expliquiez que c'était aussi une facilité pour lutter contre la Covid, à ce moment-là. Oui, je vois pas comment. Non, tout simplement parce que effectivement, la Covid se développe lorsqu'on a des situations de précarité, et simplement il faut sortir ces gens de la précarité pour qu'ils se retrouvent effectivement, qu'ils puissent plus facilement travailler, être couverts par la sécurité sociale, payer leurs impôts et effectivement être rentrés dans le circuit sanitaire classique. On estimait que c'était aussi, c'est ce que nous ont dit les médecins, que c'était aussi une façon de lutter contre la Covid. Mais évidemment qu'on est bien conscient qu'il y a un risque aujourd'hui terroriste, mais ça ne concerne pas du tout les personnes dont on demandait la régularisation. Le risque terroriste, on le voit aujourd'hui, il est à la fois malheureusement de citoyens français qui n'ont pas effectivement bénéficié d'une bonne acculturation, si on peut dire, et qu'on a laissé dériver vers l'islamisme radical. Ça, c'est un vrai sujet, qui est un sujet d'actualité. Je ne sais pas s'il faut une loi pour traiter ça, mais il y a une vraie bataille culturelle à mener dans les quartiers. Et aujourd'hui, il faut qu'on revoie tout ce qui est politique des quartiers, parce qu'il faut mener cette bataille culturelle. Et puis, il y a un sujet, évidemment, de l'asile. À qui on donne l'asile, là aussi, il faut travailler, parce que l'asile, il ne doit évidemment pas être donné à des personnes qui pourraient être sujets à des actes terroristes. Avant de nous quitter, j'ai envie de vous poser une dernière question. Politique politicienne, l'année prochaine, théoriquement, on a des élections régionales. Vous serez candidat ? Je ne sais pas encore. Alors là, parce que vous aviez espéré la dernière fois l'être et puis finalement ça ne s'était pas fait. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, donc je me dis, est-ce que vous allez y aller cette fois-ci avec vos amis écolos qui pourraient vous soutenir ? Pour l'instant, je suis député et en plus, je pense que les élections risquent effectivement d'être repoussées. Pour l'instant, je suis député, j'ai un mandat passionnant et pour lequel je veux être effectivement digne de ma fonction. Eh bien, on va en rester là pour aujourd'hui et on verra dans quelques mois si vous allez à d'autres élections. Hubert Julien Laferrière, je vous remercie. Merci beaucoup, Gérard.